Bonjour, bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. C'est sans doute à notre table et dans le monde le plus grand fan du très bon jeu Legacy, Gloomhaven, Nicolas Abonneau. Bonjour. Bonjour. Il a imaginé un bootcamp gamifié à partir du jeu Le Dilemme du Roi. Jérôme Legré-Pagès, bonjour. Bonjour Florine. Et puis il est absolument fan des très beaux livres objets, Benoît Hélène. Bonjour Benoît. Bonjour. J'accepte la punition. J'accepte la punition. La punition du jour. Mais non, en fait, c'est une émission que j'ai beaucoup préparée au point de dire que ton héritage, ton principe legacy, c'est que tu n'écris pas sur les livres. Alors Lucie et Arthur n'écrivent pas sur les livres, mais moi oui. C'est le contraire. Moi, tu vois, on peut en parler des heures, mais j'ai aucun problème avec ça, mais parce que j'achète des petits livres de poche et voilà. D'accord. Mais du coup, on fera une très bonne transition sur ça fera des jeux délégués. Donc Florine Le Marchand. Enchantée. Faut appuyer sur le bouton applaudissement. Donc bienvenue dans cet épisode sur les jeux Legacy. Avant toute chose, donc déjà c'est bientôt Noël, vous l'aurez remarqué. Ah mais alors tout s'explique. Donc c'est notre épisode de Noël et on est très heureux en ce moment, déjà parce qu'on a reçu une très belle commande de jeux, donc on a réorganisé toute notre réserve, et puis parce que viennent de s'écouler les 2 journées ludopédagogie que l'on a organisées ici à l'Université de Caen, donc les 5 et 6 décembre dernier, les journées scientifiques de la ludopédagogie. Un petit retour, comment ça s'est passé pour vous ? En tant qu'organisateur, c'est très dur de pouvoir apprécier à la juste valeur l'événement parce qu'on passe son temps à aller d'un point à un autre. Et en même temps, j'ai quand même l'impression que ça a été un beau succès, d'autant plus qu'il ouvre un cycle de futures journées scientifiques de la ludopédagogie. Donc on aura des éditions en 2026 et 2028 au moins, donc ici à Caen. Et ça, c'est certainement le signe de la plus belle de ces réussites, qui ont réuni 150 personnes passionnées par la question. Benoît, Nicolas Ça a été deux jours, parce que c'était sur 2 jours, assez riches en conférences. On a rencontré des gens très intéressants. C'était l'occasion aussi de montrer un petit peu toutes les réalisations qu'on a pu faire au Gaming Lab avec le travail des graphistes, des illustratrices, des game designers, des enseignants qu'on a accompagnés sur différents types de jeux. Donc non, c'était aussi très, très enrichissant d'avoir les retours des gens et l'accueil des gens sur tout ça. Pas mieux. Pas mieux. C'est très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. On a eu des coms super intéressantes. On a eu une soirée jeu très joyeuse aussi. Et puis, on a Macédoine qui nous a fait le plaisir, la compagnie d'improvisation de Caen, de venir faire un catch sur le thème des jeux. Les pions noirs contre les pions blancs. Et donc, effectivement, il y aura une suite à tout ça. On a bien ri. Donc, ce n'était pas une édition Legacy, finalement, ou... Si, un petit peu, dans la mesure où on va quand même sédimenter sur ce qui s'est passé. On va construire, on ne repartira pas à zéro à chaque fois de chaque édition. L'idée, c'est c'est peut-être ça, en fait, l'essence du Legacy, c'est on construit, on progresse, on monte, c'est vu en escalier. C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisqu'on va donc structurer cette émission autour d'abord de ta chronique, Jérôme, la fameuse chronique Ticket to Teach. Nicolas, tu nous donneras ton avis éclairé de game designer. Et puis, on t'entendra aussi, Benoît, sur une chronique alléchante, encore une fois, qui s'intitule donc « Quand les lecteurs deviennent joueurs », chronique L'œil de Benoît. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat et à poser toutes vos questions. Et à voter pour votre chronique préférée. Parce que je sens bien la préférence de Florine pour la chronique alléchante de Benoît. Et moi, je vais simplement ouvrir avec ma... Non, nous allons écouter la chronique passionnante de Jérôme, la chronique Ticket to Teach, qu'on attend chaque semaine avec impatience. Merci. Ça, c'est un lancement qui me convient mieux. Donc, Ticket to Teach. Donc, aujourd'hui, nous allons plonger dans un type de jeu qui, ces dernières années, a révolutionné, je pense, l'expérience ludique avec les jeux Legacy. Alors, en réfléchissant il y a une dizaine de jours à la chronique, je pensais à la préhistoire des jeux Legacy et ça m'a amené à me rappeler des activités que je n'aimais pas beaucoup. Les lettracets, vous savez, les décalcomanies, ces transferts où il fallait frotter avec soin pour ne pas abîmer le motif ou peut-être pour ne pas oublier un doigt ou un pied. Et peut-être est-ce pour ça que je suis fasciné par les jeux Legacy où chaque décision laisse une empreinte, une marque indélébile. Sans qu'on ait d'ailleurs besoin d'un outil spécial pour bien coller.
Donc cette fascination pour les jeux Legacy m'a amené à m'interroger sur des pratiques plus anciennes. Je me suis posé la question sur les mains négatives dans les grottes paléolithiques au Peshmerg, là, par exemple. Là, ces mains qui étaient faites. Est-ce que ça, c'est pas déjà de l'art, quelque chose qui participe du Legacy, un rituel au cours duquel finalement on laisse une empreinte durable. Mais plus récemment, les jeux Panini, les albums Panini, si ce n'était pas des formes primitives de jeux Legacy. Et on complétait nos pages à l'aide d'échanges, parfois stratégiques dans la cour de récréation. Et l'album, il évoluait au fil du temps. Et parfois, donc, on collectionnait des joueurs de foot, mais parfois, c'était des histoires. Et il fallait avoir les vignettes pour pouvoir progresser dedans. Une autre analogie, plus inattendue peut-être, les recettes de cuisine. Chaque ingrédient ajouté transforme définitivement le plat en cours de préparation. Et à la fin, on le mange. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, métaphoriquement, nous rapproche de ce qui est l'action du jeu Legacy, qui, à la fin, il est consommé et on ne peut pas revenir en arrière. Il y a donc dans ces mélanges de choix, de l'anticipation et surtout de l'irréversibilité. Alors, d'où viennent les jeux Legacy? Qui sont-ils et comment ils peuvent enrichir nos pratiques pédagogiques? Plongeons ensemble, mon cher Nicolas, dans cette exploration passionnante. Il y a de la chance, Nicolas. Alors, j'ai porté mon maillot de bain. Mais je sais que tu aimes bien plonger, quelles que soient les conditions vestimentaires. Alors, l'histoire des jeux Legacy commence avec une idée presque oubliée. Rob Daviau, leur créateur, travaillait chez Hasbro alors, et il travaillait sur des adaptations de grands classiques. En 2008, il imagine une version du Cluedo où les parties s'enchaîneraient pour former une grande enquête. Ça commence sur une réflexion, il se dit, mais comment ça se fait qu'ils reviennent toujours au même endroit et personne ne se souvient que la dernière fois, c'était le professeur Moutarde, non, le colonel Moutarde qui avait tué. Pourquoi ils s'en souviennent pas? Et pourquoi on ne ferait pas un jeu où on garderait une trace permanente? Des pièces du plateau seraient scellées, il y aurait des nouveaux indices qui apparaîtraient, les suspects changeraient au fil du jeu. Alors ce concept, il ne va pas devenir un produit final, mais ça va inspirer chez Daviau une réflexion plus large, et si les jeux pouvaient évoluer de façon permanente. 3 ans plus tard, en 2011, cette idée prend forme avec le Risk Legacy, ce qui marque certainement la naissance des jeux Legacy, où chaque partie modifie irrémédiablement le matériel, les règles et l'histoire du jeu. Depuis, le genre n'a cessé de croître avec des titres marquants comme Pandémie, Pandémie Legacy, Gloomhaven. On pourra éventuellement discuter si Gloomhaven est un pur jeu Legacy, et surtout le plus célèbre, j'ai envie de dire, jeu Legacy, Le Dilemme du Roi. Alors, comment définir un jeu Legacy, me demanderais-tu, Florine? Comment définir un jeu Legacy? Excellente question. Un jeu Legacy est un jeu qui évolue et se transforme de manière permanente au fil des parties. Voici ces 3 caractéristiques principales. 1. Des modifications irréversibles. Les joueurs et joueuses écrivent sur le plateau, ils collent des autocollants, ils détruisent des cartes et ils modifient ainsi définitivement le jeu. 2. Une progression narrative. Chaque partie fait avancer une histoire, souvent sous forme de campagne, et les choix des joueurs et des joueuses influencent l'histoire et sa conclusion. C'est ce qui fait que aussi, ce côté campagne, on accepte de mettre un billet de 40, je ne sais pas si ça existe les billets de 40 €, mais on accepte de mettre 50 €, 70 € sur un jeu auquel on ne va jouer qu'une fois. Et c'est souvent qu'ils ont, en fait, on va quand même y jouer une vingtaine, une trentaine d'heures, et quelque part, apporter à d'autres jeux, ça peut créer un équilibre économique. 3. Cette dimension de l'impact à long terme. Contrairement aux jeux traditionnels où chaque partie est indépendante, les jeux Legacy créent une continuité. Ils encouragent les joueurs à s'investir émotionnellement et stratégiquement sur le long terme. Et il y a même une dimension ici de méta-jeu où on va penser d'une partie à l'autre ce que l'on va faire. Et donc, un jeu Legacy, quand on y joue, on est habité. Et c'est pas, on y repense souvent. Et quand il est bon, j'ai envie de dire. Alors, Rob Daviau résume bien l'esprit des jeux Legacy. Ce que vous faites aujourd'hui dans le jeu change ce que vous ferez demain. Quel jeu Legacy choisir alors? Donc, merci de poser la question, Benoît. Quel jeu Legacy choisir, Jérôme? Alors, parmi les jeux Legacy récents, le jeu donc le Dilemme du Roi de King's Dilemma, sorti en 2019, incarne, je pense, parfaitement ce genre et ce que le genre peut offrir de mieux. Chaque joueur incarne une famille influente dans un royaume fictif. On est un peu dans une ambiance Game of Thrones, ou peut-être plus exactement dans une ambiance Les Rois Maudits, parce que je pense qu'il y a moins la dimension fantastique que dans l'œuvre de Martin.
Et donc, les joueurs, ensemble, doivent prendre des décisions collectives pour gérer le royaume, mais ces choix ont des conséquences souvent irréversibles, et ce sont des conséquences qui sont souvent contradictoires par rapport à nos intérêts personnels. Ce qui rend unique le jeu, c'est la dimension morale et stratégique des décisions. Faut-il privilégier la paix au détriment de la richesse, soutenir la population ou préserver les élites ? On a ces éléments qui, au-delà du choix moral, vont construire aussi notre progression et notre victoire dans le jeu. Les parties s'enchaînent, laissant des traces permanentes sur le royaume et sur les relations entre joueurs. Le jeu ici propose une expérience unique où le plateau et les règles évoluent, reflétant les choix collectifs, mais aussi les intérêts individuels de chacun. Donc en formation, effectivement, je détourne ces mécaniques de base pour servir mes objectifs pédagogiques. Et là, justement, on pourrait se demander, mais comment intégrer les jeux Legacy dans un contexte pédagogique ? Je le fais. Non, ça va. Et donc, parce que je trouve qu'il s'y prête très bien. Et si le jeu, on n'a pas été jusqu'au bout de la campagne, c'est dommage parce qu'il paraît qu'il y a un twist particulièrement intéressant en fin de partie. Ah mais vous pouvez jouer à fond si vous voulez. Hein. Et mais c'est difficile, vu que c'est un jeu Legacy, quand on a commencé avec une table, c'est difficile de revenir en arrière et de dire... on peut virer une famille, ça ne se verrait pas. Ça ne se verrait pas. Donc ce jeu-là, moi je le trouve intéressant et je pense que les jeux Legacy, ils ont vraiment une place importante dans un contexte pédagogique. Parce que la structure, elle offre des opportunités, je pense, très intéressantes pour l'enseignement. Et j'en vois 4. Déjà, il y a cette idée de progression cohérente et immersive. Les jeux Legacy sont parfaits pour des expériences pédagogiques en plusieurs étapes. Et ça arrive souvent qu'on soit amené à présenter des mécanismes, des concepts en plusieurs étapes. Ici, chaque partie peut correspondre à une leçon, à un module, et les choix des apprenants, ils influencent les choix qu'ils vont faire, ça va influencer les leçons suivantes. Donc ça favorise un apprentissage narratif autour d'une idée centrale de la continuité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Et souvent, les étudiants, quand ils nous reprochent des choses, et c'est tout à fait légitime parfois, ils nous disent, d'un cours entre la partie 1 et la partie 2 de votre cours, on ne voit pas ce qui se passe et on ne voit pas forcément le lien. Avec une dimension centrée sur un jeu avec une mécanique de type de dilemme du roi, un jeu Legacy, ici, on crée de la cohérence. L'apprentissage par la conséquence. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant. Donc, dans les jeux, en particulier donc le Pandémie Legacy, qui est aussi très intéressant parce que ça évolue et ce qu'on fait, ce qu'on développe à laboratoire ici, ça aura des conséquences peut-être dans 3 semaines ou dans 3 parties. Les décisions des joueurs, elles ont des répercussions durables. Et ça, c'est extrêmement important pour responsabiliser, pour donner aussi une valeur et pour enseigner des compétences en gestion de projet, en gestion de crise, en éthique, en résolution de problèmes. Et cet apprentissage, par conséquence, il me semble tout à fait central dans ce type de jeu. Outil de collaboration et de négociation. Souvent, ces jeux-là amènent à des débats, des négociations qui vont renforcer évidemment la capacité à argumenter et surtout à écouter et à chercher des compromis. Si je sais pas si un jour j'ai un coup de téléphone de notre président qui nous dit « J'aimerais bien composer un gouvernement, mais j'y arrive pas trop », peut-être que faire un jeu Legacy pour apprendre la vertu du consensus pourrait avoir son sens. T'as reçu l'appel ou... Non, toujours pas. Je laisse le téléphone parce que d'une minute à l'autre, je peux être Premier ministre. On peut faire passer un numéro vert. Peut-être partir pendant l'émission. Et enfin, c'est qu'on peut personnaliser l'apprentissage. Un jeu qui est un plus petit jeu qui se joue, qui s'appelle Charterstone, qui est un excellent petit jeu. Chaque joueur construit et modifie un village qui se trouve sur une partie du plateau. On a un petit bout de carte et puis on construit notre petit village ici. Et ça, c'est intéressant parce que chacun va aller à son rythme. C'est un peu comme dans une partie de StarCraft où on ne se ferait pas attaquer par les autres. Le principe de Charterstone. Et ça, c'est donc cool. On construit un peu notre village des Schtroumpfs sans Gargamel, justement, et chacun est dans son coin et fait un petit peu ce qu'il veut, mais à un moment, on va devoir avoir des interactions. Et cette dimension-là permet aussi de pouvoir une personnalisation et de prendre, choisir un peu la façon dont on va jouer et gagner dans le jeu. Et ça, c'est, je pense, intéressant toutes ces raisons sont intéressantes d'un point de vue pédagogique. Et souvent, j'aime bien avoir une lecture un peu philosophique. Ce qui m'amènerait certainement à m'auto-poser la question, mais qu'en disent les philosophes, Jérôme ? Parce que c'est une autre façon de jouer.
Oui, je suis influencé par Émeric Lompré, ça devient une catastrophe. Je fais des... Ah oui, tu fais bien avec l'empris. Ouais, faut que j'arrête parce que je vais avoir des problèmes et du coup, je ne vais plus être Premier ministre. Donc, même ça, il pourrait le dire, j'ai l'impression. Donc, les jeux Legacy incarnent une réflexion sur le temps et sur l'irréversibilité. Et ça, les philosophes, évidemment, ils s'intéressent. Et quand on parle de temps, on pense tout de suite à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, bien sûr. Et donc, ils traduisent en ludique ce que Paul Ricoeur appelle la mise en intrigue, une manière de donner du sens aux événements dans une temporalité qui est linéaire. Il pose ainsi des questions anthropologiques fondamentales. Comment la mémoire, les choix et la collaboration façonnent-ils nos récits communs ? Les traces laissées dans un jeu Legacy, écrire sur le plateau, détruire une carte, sont autant de métaphores des rites humains où chaque décision marque un avant et un après. Comme le souligne Johan Huizinga dans Homo Ludens, jouer est une forme essentielle d'interaction humaine. Et les jeux Legacy, par leur exigence narrative et collaborative, rappellent que jouer, c'est réfléchir au collectif, au partage et aux conséquences de nos actes. En conclusion, les jeux Legacy ne sont pas seulement des outils de divertissement. En conclusion, les jeux Legacy ne sont pas simplement des outils de divertissement. Ils sont des miroirs de nos propres récits. En nous confrontant à l'irréversibilité de nos décisions et leurs conséquences durables, ils nous invitent à réfléchir au sens du temps, à la mémoire et à l'importance du collectif. Dans un monde en constante évolution, ils nous rappellent que chaque voix compte, que chaque trace laissée dans le jeu ou dans la vie contribue à façonner l'histoire. Que ce soit pour apprendre, collaborer ou simplement jouer, les jeux Legacy nous montrent que, comme dans une bonne intrigue, ce qui importe, ce n'est pas seulement la destination, mais le chemin parcouru et les liens tissés en cours de route qui comptent. Je ne sais plus où s'arrêter ma phrase. Merci beaucoup, Jérôme. C'est très beau cette réflexion sur les traces, l'empreinte qu'on peut laisser grâce au jeu, le testament finalement, c'est aussi ça. Et j'ai très envie de jouer au jeu de création de village. Tiens, Hearthstone, ouais, mais c'est un très très bon jeu. Benoît, Nicolas, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors Nicolas aussi avec ton regard de game designer. Oui. Tu as écouté au moins? Oui, j'ai T'as pas lu les règles de J'ai Dune? même lu pendant que tu lisais, parce que je lisais. T'aurais peut-être mieux lu que moi d'ailleurs. Non, mais je lisais en avance. Déjà sur la définition du jeu Legacy, c'est vrai que quand on traîne un peu sur Internet, on peut voir que ça crée beaucoup de questions, ça suscite beaucoup de questions et voire de Ouais. controverses chez Ouais. les joueurs. Ouais. Ce qui n'est pas ton cas. Non, Et non, mais c'est c'est très la clair. définition que Jérôme a donnée. Je Ouais. trouve qu'elle est bonne. À un moment donné, dans la Legacy, il y a eu des gens qui se mettaient à détruire du matériel. Et ça, c'est une aberration. C'est-à-dire À brûler. détruire des cartes. Par exemple, Gloomhaven, il y a certaines cartes, il y a un symbole pour déchirer les cartes. Et des gens déchiraient les cartes de Gloomhaven en les faisant. Ah ouais. Alors que c'était plutôt un symbole du genre débarrassez-vous de la carte, mais la déchirez pas. Ah oui, c'était pas pensé pour être Vous achetez un déchiré. jeu 145 €, vous n'allez pas commencer à déchirer les cartes. Enfin, ça... Et c'est pas compatible avec le prix des jeux, la réalité économique des jeux. Enfin, les jeux, c'est très cher. Et s'il faut péter son jeu en plus, ça n'a aucun sens. C'est une transformation du jeu. C'est une sorte de destruction au final, parce qu'on va coller des trucs, par exemple, on va coller des autocollants sur le jeu et ça va le transformer pour toujours. Il va être transformé, changé, etc. Alors, c'est mignon, mais c'est facilement contournable. Donc, quand on a commencé à jouer au Dilemme du Roi, on s'est vite dit qu'on pouvait. Il faut coller je crois qu'on prend des décisions, puis on colle des trucs, et puis ça reste. On peut ne pas les coller, puis voilà. Oui, j'ai vu des vidéos YouTube sur comment ne pas abîmer le matériel des jeux Legacy. Oui, et puis il y a même des des jeux Legacy qui te vendent des kits d'autocollants qui se décollent. Mais alors du coup, il y a des Donc joueurs bon. qui se demandent est-ce que ça va pas à l'inverse de l'expérience qui est Moi, au cœur du... pour moi, le Legacy, ce qui est vraiment important, c'est l'évolution. C'est que le jeu, au fur et à mesure que tu joues, il évolue, il mute, il te propose des nouvelles mécaniques de jeu, il te dévoile du contenu qui est caché dans des enveloppes ou dans des petites boîtes que tu connais pas. Et parfois même, tu fais des choix qui vont te mettre de côté du matériel pour en privilégier un autre. Ça c'est vraiment pour moi, le Legacy, c'est ça. C'est que tu peux faire un jeu et tu peux des fois ne même pas découvrir tout le jeu parce que tu as fait des choix dans le jeu. Si c'est un jeu très narratif, par exemple, et tu as des choses que tu vas jamais voir parce que tu les as pas choisies. Et voilà, ça c'est un jeu Legacy. C'est pour ça que j'ai fait deux campagnes de Gloomhaven. C'est parce que quand j'ai fait ma première campagne de Gloomhaven, j'avais pas tout vu.
Donc je me suis dit, je vais recommencer. Je vais mettre 150 heures à nouveau et puis je vais recommencer. Et donc j'ai refait une campagne avec d'autres personnes et là, j'ai découvert, et j'ai encore des trucs que j'ai pas vus. Donc c'est ça pour moi le jeu Legacy. Un jeu à campagne et pas forcément Legacy. Alors c'est difficile de pas faire un jeu à campagne quand on fait un jeu Legacy parce que ça... Après campagne, c'est large. En gros, campagne, c'est plusieurs sessions de jeu qui sont connectées par un truc, un document ou quelque chose qui dit que voilà, on avance et on va... Et il y a des jeux à campagne qui sont pas Legacy. Ça arrive, ça existe. Mais par contre, des jeux Legacy qui sont pas campagne, je sais pas. Je connais pas. Imagine ça existe, mais je sais pas. Moi, je pense à Maracaibo, qui propose un mode campagne avec effectivement des tuiles à ajouter au plateau à différents endroits, mais ce sont des tuiles, c'est pas à coller. Tu viens pas transformer le matériel, mais par contre, on te dit bien, ok, pour cette partie-là, à ce moment de la campagne ici, tu vas rajouter telle tuile, telle carte, enlever telle carte. Et tu vas venir comme ça, justement, transformer un petit peu les règles. C'est pas très Legacy, c'est plutôt du setup de scénario, en fait. Quoi. Et pourtant, c'est quelque chose, tu restes sur ces bases-là au fur et à mesure que tu reprends la campagne. Donc, où est-ce que ça s'arrête? Il y a ce côté et le frisson qu'on a, enfin, le frisson que j'ai, moi, c'est ce moment où, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Ouais, c'est vraiment... C'est pour ça que je parlais de la recette de cuisine. Si je mets des pépites de chocolat, ce qui est une bonne idée, plutôt que de mettre des raisins, ce qui serait certainement une mauvaise idée, et ben, c'est bon les raisins. Je veux dire, je ne peux pas revenir en arrière. C'est mélangé. Et cette dimension-là, je pense que c'est... Enfin, pour moi, elle est au cœur. Donc, on peut contourner certainement. Et puis, il y a peut-être aussi, en termes de modèle économique, il y a peut-être des choses qu'on peut certainement avoir à l'esprit et on pas là pour juger la façon dont les gens s'en saisissent, mais je pense que si on va sur une ontologie de l'objet culturel, de l'objet d'art du jeu Legacy, c'est qu'il est voué à avoir cette évolution. On est un petit peu comme dans l'art éphémère, c'est-à-dire que est-ce que l'art éphémère, à ce compte-là, je peux m'arranger pour le mettre en plastique et il va pas vieillir. Mais du coup, on passe à côté de l'essence, l'éthos de ce type d'objet. Et en tant que joueur, j'avoue qu'il y a le petit frisson de se dire c'est fini. Il est là et... C'est pour ça que je me dis d'où je pense aux pépites au chocolat. L'odeur est insupportable d'ailleurs. Je suis désolée, c'est Noël, on attend le Père Noël. C'est le Père Noël. Donc voilà, moi et c'est pour ça que Maracaibo, même en version campagne ou d'autres types de jeux, on peut quand même faire un reset complet. Et on peut... là où... c'est pour ça que je disais les décalcomanies, vraiment, quand c'est raté, c'est raté. Et, mais même Gloomhaven, qui pour moi est l'essence du Legacy, tu peux reset en fait. C'est pas... Ouais. Mais c'est tellement long. C'est tellement long d'accomplir une campagne qu'au final, déjà... Après, moi, j'ai fait 2 fois, mais bon, généralement, je pense que les gens, ils font pas une deuxième campagne. Mais il y a toujours moyen de recommencer, quoi, en fait. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la fin, c'est vraiment le voyage. Le Legacy, c'est vraiment le voyage. Je commence ma campagne et je termine ma campagne. Et sur ce chemin, j'ai fait des choix et j'ai des choses qui sont mises de côté et j'en ai découvert d'autres, etc. C'est ça qui m'intéresse dans un Legacy. Vas-y, je vais te contredire. Non, je lève discrètement mon doigt. Jérôme ? Oui, les enseignants font souvent des jeux Legacy. C'est ça que mais ça durait déjà 3 heures, mon truc, je voulais pas. Mais les enseignants, en fait, quand on fait nos jeux, et quand on fait un jeu et qu'on n'est pas forcément accompagné par un professionnel pour les mécaniques, mais souvent, quand on construit nos jeux, on fait des jeux qui, après, sont quasiment bons à mettre à la poubelle parce que on a fait travailler nos étudiants dessus, ils ont écrit, on amène des choses. Non, c'est vrai, quand on le conçoit, bien souvent, moi je voyais sur beaucoup de jeux qui sont autour de l'aménagement du territoire, voilà, il y a cette dimension de la consommation de pièces. Il y a des jeux Legacy où on écrit d'ailleurs. Je crois que du Roi, on écrit dessus. On écrit, des fois. Et là, moi, ça me gêne un peu, parce qu'autant coller, tout me gêne, tout me gêne. J'y arrive mal à tout parce que je colle pas droit, j'écris mal. Moi, je suis une star pour coller, par contre. Je me suis rendu compte là. Frosthaven. Non, mais c'est vrai. Alors, comment bien accompagner un projet d'enseignant qui est pour le coup vraiment tourné vers un jeu Legacy C'est de l'interroger sur c'est ce qu'il souhaite vraiment, parce que si c'est le cas, il faudra peut-être reprendre. Justement, le recyclage du matériel, il sera très faible. Donc,
Mais parfois, ça peut être intéressant. Là, la trace qui est laissée et qui, pour le groupe, il y a un peu l'effet arbre à idées, l'activité collaborative où on dessine un tronc, puis on va faire des post-it sur les racines, des post-it sur les branches. Voilà, en fait, après, ça fait, on fait beaucoup ça avec les enfants, parce qu'à la fin, ça fait un rendu avec les causes-conséquences et c'est visuel. Et on peut l'afficher assez longtemps par la suite. Ça peut avoir ce type de vertu de se dire, ok, tu veux faire un jeu Legacy parce que derrière, tu vas exposer le rendu longtemps et tu vas l'analyser, tu vas travailler avec eux, donc ça, pourquoi pas. Mais souvent, en fait, les enseignants n'arrivent pas en se disant, le Legacy, même si on dit que c'est un phénomène, ça reste quand même un peu encore une niche. C'est pas la mécanique qui est la plus identifiée. Ça serait, par contre, nous, la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est un jeu one-shot ou est-ce que c'est un jeu qui doit avoir une rejouabilité? Ça, c'est des questions souvent qu'on pose très vite pour notamment savoir le nombre de cartes qu'il faut qu'on prévoit. Si c'est un jeu qu'on joue une fois, on n'a pas forcément d'avoir 10 000 scénarios. Et puis après, est-ce que c'est un jeu qui sera jeté ou conservé, analysé? Est-ce qu'il doit être remis en boîte? Est-ce qu'il est exposé? Je rebondis un peu sur ce que tu disais par rapport à la transmission pour évoquer une idée qui est de Damien, donc Damien Leroy, notre ingénieur ludopédagogie, qui est pas là aujourd'hui, mais du coup je me fais un peu j'espère avec son aval, mais le porte-parole d'une idée. Il imaginait comment détourner un jeu de rôle pour en faire une forme un peu legacy du coup. C'était d'imaginer une campagne, mais où à chaque séance ce serait de nouveaux joueurs qui viendraient incarner les mêmes personnages. Et donc, il y aurait une forme d'héritage, justement, où il y aurait peut-être, je sais pas moi, un journal de bord de la campagne qui permettrait de prendre connaissance de l'histoire qui a été construite. Et puis, donc, ça demande aussi de se mettre dans la peau de personnages qu'on n'a pas créés nous-mêmes et de reprendre cette mémoire et de se la réapproprier. La notion d'héritage, du coup, serait particulièrement poussée. Vraiment au centre du jeu. Legacy veut dire héritage. Mais Exactement. un jeu de rôle, c'est une forme de legacy, c'est une forme de jeu. Si la campagne est menée vraiment par des choix vraiment clivants, enfin des trucs. C'est un peu. On n'y rejoue pas à une campagne de jeu de rôle quand on achète. On peut la faire rejouer à d'autres joueurs, mais a priori. Puis les choix sont marqués, et puis on revient un peu en arrière, et on fait avec les choix qu'on a fait. C'est aussi ça qui est intéressant. Il y avait une campagne qui était bien, mais réincarner des personnages des autres, ça, je suis pas convaincu. C'était Terreur. J'analyse comme ça. Je suis pas convaincu d'incarner un autre personnage. Je sais pas. Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait faire travailler des compétences intéressantes. Après, il faut encadrer l'activité. Je préfère jouer à un jeu de rôle que jouer à ça, moi, par exemple. Et qu'est-ce qu'on en fait alors d'un jeu comme là, on le met pour une table qui tient pas. Non, mais justement, moi, en fait, ça a été. Alors qu'on n'a pas eu une expérience très très forte, mais moi, j'ai en présentiel, on a fait quand on a sur nos bootcamps se former à la ludopédagogie ou sur les micro-certifications se former à la ludopédagogie. C'est le moteur du jeu qu'on utilise. Mais c'est intéressant dans ce cadre-là. Ouais. C'est intéressant. Et c'est intéressant parce que pour pouvoir un peu créer très vite une mise en jeu de personnes qui ne se connaissent pas. Voilà, il y a un impératif, il y a des dilemmes. Je trouve que c'est intéressant. Moi, je disais pour les jeux de rôle, je pensais à Terreur sur l'Orient Express, donc dans le contexte de l'Appel de Cthulhu. Il y a d'ailleurs une réédition qui a l'air sympa, qui est sortie en mode jeu de plateau. Là, c'est un jeu de rôle, dans je crois, la 5e édition de l'Appel de Cthulhu. Non, peut-être 3e. Je ne sais pas. Et donc, ici, j'ai souvenir qu'on découpait du matériel pour la statuette de Nyarlathotep. J'ai peut-être spoilé. C'était pas Nyarlathotep, mais il y avait une statuette de Nyarlathotep. Qui n'est pas... ou d'un autre. Et en fait, on découpait et les joueurs, ils récupéraient les bouts. Mais ce principe qu'on a dans les jeux, où des fois, on a des aides de jeu... parfois, on a toujours les mêmes contournements. On peut imprimer sur du papier cartonné et puis en fait découper dans le papier cartonné. Mais là, ils nous invitaient à les découper dans le livre. Dans le livre directement. c'est vrai. Mais c'est fou parce qu'on va en parler justement des livres qui nous invitent à découper à l'intérieur. Oui, Vas-y. Et ça me faisait penser, dans les distinctions, à une excellente communication, je ne sais pas si vous l'avez entendu, lors des journées pédagogiques, autour des murder parties.
Ça marche pas, mais elle est vraiment très bien. Et donc cette communication, ça me fait penser à ça, sur la différence entre certaines formes de jeux de rôle grandeur nature et une murder party qui généralement a un côté reset. On peut remettre en place les... il me semble que c'était des choses que tu évoquais. Dès lors qu'on change de public, enfin de joueur, effectivement, on peut la rejouer à l'infini. Alors que sur certains types de jeux de rôle, il y a cette de grandeur nature. Des fois, il y a une dimension où on va consommer un peu, on va consommer l'espace de façon irrémédiable. Parce qu'on utilise du matériel. Ouais. Oui, alors que là, effectivement, c'est des enveloppes réimprimées. Enfin, voilà, donc c'était une petite parenthèse. Il y avait une question qui a été vite fait abordée, mais pas approfondie. C'est effectivement, on avait un sous-titre à un moment donné qui était quand les jeux finissent à la poubelle. Et il y a un peu ce côté péjoratif, on va dire, du jeu Legacy. C'est on va acheter quelque chose qu'on va jeter après, l'objet vraiment de consommation. Est-ce qu'il y a des choses, c'est une question que je me suis posée en préparant un peu l'émission. Est-ce qu'il y a des jeux qui existent où on peut le faire d'une manière Legacy et après qu'il y ait un setup qui soit rejouable, je sais pas, hors Legacy ou. Il y a des jeux qui te fournissent, comme je disais, des enveloppes pour reset ton jeu en fait. Ouais. C'est vendu à côté. Alors je dirais Gloomhaven et tout ça, il y a les autocollants, mais c'est contournable de toute façon. Et puis en fait, il y a une autre. Enfin, moi, je le vois dans une autre perspective. En fait, un jeu, il est en moyenne joué 3 fois. Et je crois que ça doit être sur des études qui ont été faites sur des joueurs quoi. Et ça interroge pas le joueur de se dire je vais acheter ce jeu-là, sachant qu'il va peut-être y jouer 3 fois. Et je crois que c'est cette fois vraiment ils avaient fait des cartouches, des boîtes à moustaches. Et je crois que c'est. Mais pas les jeux Legacy, logiquement. Oui, non, pas les jeux Legacy, mais je veux dire, en général. Quelque part. Donc si on met 50 € sur un jeu auquel on joue 3 fois 3 heures, le jeu Legacy, si on va au bout de la campagne, finalement, je n'y jouerai qu'une fois, mais si j'ai 20 heures de jeu, et il y a des joueurs qui calculent comme ça leur rapport à l'objet. Après, moi, je pense que ça fait, on en avait parlé, des objets de collection qui sont précieux. Nous vous renvoyons à notre épisode sur les collections. Et effectivement, vous pouvez cliquer en haut à droite. non, c'est pas vrai. Effectivement, ça laisse une trace. Dans l'art, par exemple, il y a Daniel Spoiry qui collait comme ça, à un moment donné, d'un repas. Il disait OK, on a fini de manger. Et il collait tous les éléments du repas comme ça sur la table. Et il exposait les tables après derrière. Faire une trace du repas. Mais pas que ce soit le jour où on va au Ne kebab. t'évanouis pas, donc là, Nicolas. elle est au contraire de l'éphémère, en fait. Au contraire de l'éphémère, essayer de figer un moment, un instant T dans le temps. Et il y a un peu ça à la fin d'un jeu Legacy, effectivement, comme objet de collection. On a comme ça une trace de... Et puis, c'est ce rapport personnel. Enfin, c'est-à-dire que nous qui allons vivre collectivement l'expérience autour de ce jeu Legacy, c'est une trace qui nous est unique. Parce que sinon, j'ai ma boîte de Tigre Frat, on a tous la même boîte. Mais notre boîte... Oui, donc c'est ça qui est exceptionnel, en fait. C'est une expérience éphémère, mais dont la trace peut être permanente, comme vous le disiez au début. Vous pouvez me tutoyer. Parce que vous avez un peu... Nicolas a rebondi aussi là-dessus. Non, mais moi, ce que j'adore dans les jeux Legacy, c'est cette transformation du matériel qui s'opère pendant la partie. Et des règles, Et des règles et des choses qu'on découvre, qu'on ouvre. Ouais. Enfin, j'avais parlé de la surprise que j'avais trouvée dans Gloomhaven. Je n'ai pas dit ce que c'était. Ah oui, on n'a jamais su. Et je ne dirais pas, mais c'est un élément de Legacy. Ça ne se mangeait pas. Ça se mangeait pour l'esprit. Mais voilà. Alors, on va donc écouter... Benoît sur sa chronique de Benoît. Désolé, Nicolas. Puisqu'on a commencé à évoquer donc, ces fameux livres, objets qu'on peut découper, etc. Et toi, Benoît, c'est quelque chose que tu connais bien. Ouais. Donc, on t'entend sur une chronique intitulée donc, quand les lecteurs deviennent joueurs. Oui, parce que du coup, on l'a pas mal évoqué. Dans les jeux Legacy, s'il y a une chose à retenir, c'est effectivement de venir modifier de façon permanente le jeu, le plateau. Et oui, tu peux y aller, Jérôme, tu peux prendre. Et dans d'autres... on va dire systèmes éditoriaux, par exemple dans les livres,
on retrouve des choses un peu similaires. Dans le livre, j'ai une citation d'ailleurs de Théophile Gautier qui dit « Le seul frisson qu'un livre me procure encore, c'est le frisson du couteau d'ivoire de ses pages non coupées. » De quoi parle Théophile Gautier? De dépression. Ouais, bah oui. Entre autres. Et en fait, les livres, donc c'est un assemblage de feuilles pliées, assemblées et reliées entre elles. Et avant la mécanisation en fait de l'édition, il y avait les livres n'étaient pas systématiquement massicotés. Et donc on avait des livres comme ça qui méritaient d'avoir une action vraiment du lecteur, muni d'un coupe-papier. Un livre en kit. Hein? Un livre en kit. Il n'est pas vraiment en kit, mais en tous les cas, pour pouvoir le lire, pour pouvoir profiter du livre, il fallait que tu agisses toi-même sur le livre. Donc, D'accord. enfin, voilà, pour pouvoir découvrir la totalité des pages. Ok. Le lecteur, donc, du coup, doit couper les pages avec un geste régulier, assez de bas en haut, puis pour la tranche verticale, et l'extérieur vers l'intérieur pour la tranche horizontale. Et c'est une intervention qui était courante à l'époque et qui maintenant est reprise par certaines éditions. Donc là, j'ai un livre des éditions Al Dante, Nouvelles impressions d'Afrique. Et on retrouve également ce système-là dans les éditions Tendance négative avec le papier peint jaune. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est quelque chose pour faire renforcer en fait l'expérience de lecture. Dans la version du papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman, qui raconte l'histoire d'une femme séquestrée dans une chambre tapissée de jaune, l'intégralité de l'ouvrage arbore les motifs de ce papier peint et la mise en page se transforme au fur et à mesure que la narratrice sombre dans la folie et dans la folie du lent dévoilement du texte. Et on voit même en fait le papier peint, il se transforme à la fin au fur et à mesure de la lecture. Enfin, on a vraiment comme ça une découverte du texte. Pardon, excusez-moi. Au fur et à mesure de la lecture. Si on veut aller encore plus loin dans l'immersion et si l'on renforce encore plus l'interaction sur les œuvres, on a certains livres objets comme Un cadeau de Rupert et Mulot où on va suivre l'autopsie d'un corps tout en procédant à l'autopsie du livre pour pouvoir lire l'histoire. Ça de Legacy que tout est prédécoupé au départ et l'expérience de base où on va vraiment mettre avec minutie, on va venir déchirer comme ça chacune des parties, découvrir une nouvelle chose. Et il y a une expérience donc là on peut le relire le livre, mais c'est pas forcément la même chose. La minutie qu'on a au départ, la découverte est vraiment très très forte et ça vient renforcer ce côté expérientiel de la lecture. Un cadeau, Rupert et Mulot. Merci. Je m'appelle Nicolas. Pour aller encore plus loin dans le fait de découper les livres, le duo d'artistes Pinafo-Pluvinage propose dans leur livre Papier Machine une série de différents jeux en papier, circuits, instruments de musique, jeux d'équilibre. L'intégralité du livre est à découper et à monter. Ce livre a été sérigraphié avec une encre argentée spéciale, conductrice d'électricité, et invite à jouer avec le graphite des crayons de bois pour boucler les circuits et à faire fonctionner les jeux qui permettent de la mettre en pratique de façon intuitive. Et là, on a donc doublement quelque chose on va venir découper, on va venir écrire dessus pour pouvoir terminer l'ouvrage, on va venir le monter, et à la fin, le livre va se déshabiller et on aura un livre avec des trous, et à côté, on aura un objet. plein de petits objets. Plein de petits objets. Ah, c'est Plein de plusieurs petits objets. jeux. Ah ouais. Des petites boîtes à musique. Ça, c'est marrant. C'est des petits vraiment tremplins bien. pour faire le. Ça, je valide. Merci Nicolas. Pour finir, et pour m'éloigner un peu du livre, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Loubapo. Loubapo qui est une branche de Loulipo. Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Et en fait, il y a eu la même chose avec l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Aux éditions L'Association, donc les mêmes éditions qu'un cadeau, on a Cocktail et Domipo. Et en fait, avec ces propositions, on sort complètement la bande dessinée du livre pour pouvoir la proposer sous des formats d'objets-jeux. Il n'est pas question ici de jeu à proprement parler, mais plutôt de se servir de mécaniques de jeu pour créer des histoires.
Le lecteur devient pleinement joueur, ou plutôt auteur, des strips de bande dessinée, par exemple avec Cocktail. On a 3D et on a juste à les lancer, ça fait des histoires qui marchent en plus. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. C'est génial. Tu les mets dans l'ordre que tu veux et ça fait des petites histoires, mais des histoires. Et également, on peut avoir une enquête fleuve avec le Domipo, qui est une variante du domino, mais avec des bandes dessinées, avec des petits strips, et on va venir comme ça construire son histoire. Donc lorsque le lecteur devient acteur, voire joueur, la lecture se transforme en une expérience multisensorielle et interactive, mêlant exploration, créativité et appropriation. Couper les pages d'un livre, assembler des circuits ou manipuler des bandes dessinées objets, tout cela repousse les limites de l'objet culturel traditionnel. Cette hybridation entre la lecture et le jeu trouve une résonance moderne dans des formats comme les jeux Legacy, où chaque décision, chaque intervention modifie durablement l'objet et l'expérience qu'on en tire. C'est une voix fascinante et qui ne laisse pas indifférent. J'ai une histoire géniale. Où les œuvres deviennent vivantes et où le lecteur, comme le joueur, laisse son empreinte. Ah ouais. Merci Benoît. Merci Benoît. Désolé. Mais c'est vrai que c'est une bonne histoire. Mais ça fonctionne très bien. Comme quoi, ça C'est touche son marrant. public. Non, c'est fascinant ces objets. Est-ce que ça vous évoque? Bah, beaucoup d'amusement. Oui. Non, mais moi j'aime bien les trucs, il faut construire des choses. Donc, j'aime bien. Et les dés, c'est rigolo. Le domino, c'est vraiment un domino? Vraiment, ouais. Ok. Tiens. Bravo. Et ça- Tu me le donnes? Non. C'est cadeau. Oui. Alors je pensais quand tu allais parler de Damien que tu allais parler en fait du côté les cartes à collectionner, méta-jeu. En fait, une fois que j'ai ouvert, parce qu'en fait c'est un peu comment appeler ça, la carte dorée de Schrödinger. Enfin, et à l'intérieur, il y a à la fois une carte super et pas de carte super. Quoi. Et donc, et au moment où je l'ouvre, donc ça dépend si on considère que le paquet fait partie ou pas de l'expérience de jeu. À l'ouvrir, oui. Ouais, bah donc je quelque pense. part, il y a cette dimension en fait. Voilà, tu as ton gros bundle de cartes, et puis à mesure que tu avances, tu sais que tu peux pas revenir en arrière. C'est pareil ici, c'est en fait ce qui est irréversible aussi, c'est peut-être ce qu'on a parlé d'irréversibilité au sens matériel. Il y a l'irréversibilité de l'expérience, et je trouve que tu le disais bien par rapport à cet ouvrage-là, qui fait que il y a des jeux ou des expériences. La première fois, j'essaye de pas déraper et de finir dans le violentomètre dans les zones jaunes rouges. Et non, mais c'est ça. La première expérience, c'est elle qui est mémorable. Et c'est l'une des idées là sur l'un des graphiques qui est ici autour des cycles jeux et non-jeux, de se dire que quelque part, Il y a des blagues en plus. Il y a plein de blagues. On a perdu Nicolas. Et voilà, et que quelque part, en fait, la répétition de l'activité crée les conditions de la dégamification, de la perte de l'essence même du jeu. Et que c'est pareil, ça, on va certainement s'amuser. Mais si on y joue à chaque fois qu'on se voit, on va certainement, au bout d'un moment, On est d'accord. cesser d'avancer. Et peut-être en ce sens-là, il y a ce côté du jeu qu'on va garder, et même s'il n'a pas été irrémédiablement changé en tant qu'objet, il est irrémédiablement changé en tant que ce qui peut nous apporter. Enfin, il a été irrémédiablement consommé par rapport à ce qu'il peut nous apporter en tant qu'expérience sociale. Justement, oui, elle était très bonne. Moi, je me posais la question par rapport à ça, justement. Est-ce qu'on peut considérer qu'un livre dont vous êtes le héros, dans ce cas-là, c'est une forme de jeu legacy, de livre-jeu legacy? Ça dépend comment t'écris dans la marge, mais... Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, le fait que ce soit pas forcément le livre en lui-même qui est plus consommable, mais l'expérience qui est toujours différente. Ça se rapproche de la pratique qu'a Nico de refaire une partie de Gloomhaven. Ça dépend vraiment des types de livres dont vous êtes le héros. Les loups solitaires, j'avoue, je les refaisais super souvent, mais parce que il y avait quand même plein de choix qui n'étaient pas terribles. Vous allez à gauche ou à droite? Bon, bah à gauche. Bon, et puis il se passait plein de trucs. Puis après, on revenait, on se dit, je vais quand même aller regarder ce qui se passait si j'avais été à droite, mais c'est pas.
Maintenant, les livres dont vous êtes le héros, ils peuvent avoir cette dimension-là où on commence justement à investir le livre, à avoir des actions à faire matériellement dessus, et puis des formes quand même d'histoires intéressantes où ça a été des vrais choix. Franchement, ouais. Surtout que ça a beaucoup Vraiment, transpiré vers les jeux de société qui s'en inspirent énormément. Il y a des jeux qui sont totalement basés là-dessus, comme Tainted Grail, c'est un énorme livre dont vous êtes le héros, quoi, avec des mécaniques. Quel jeu? Tainted Grail, la chute d'Avalon, qui est un énorme. Ça se passe dans un. C'est Arthur, en fait, la table ronde en version dark fantasy. C'est dark, très dark. Du coup, il n'y a pas, le fromage et, Non, et la charcute de. Ils ne ramènent pas du singe, là, comme ils disent, pour manger les saucissons, tout ça. Non, c'est vraiment très dark et c'est un énorme jeu un énorme livre dont vous êtes l'euro où on te dit, vous faites ça, sauf qu'il y a des mécaniques de jeu en plus, quoi. C'est un peu plus solide d'un point de vue mécanique de jeu qu'un livre dont vous êtes l'héros qui généralement intègre des mécaniques de jeu assez simples, justement, et se concentre surtout sur le récit, quoi. Juste pour un exemple, ils vont rajouter quoi comme mécanique, par exemple? Tu vas avoir un plateau avec des pions. Tainted Grail, tu as des cartes qui te permettent de construire le terrain que tu explores avec le texte du livre dont vous êtes le héros. Enfin, le texte est, et tu as des dés, tu as des cartes, tu as plein de matériel, quoi. Mais ça reste fondamentalement un livre dont vous êtes le héros, quoi. Les JDR solo ont davantage une dimension legacy. Parce que là, on nous invite vraiment à aller rédiger, écrire. Comme Iron Sworn. Ou l'insurgé. Je ne peux pas plus recommander, tellement c'est incroyable le jeu, quoi. Solo, comme RPG solo. Les mécaniques de jeu sont incroyables. Quel jeu? Iron Sworn. J'adore te faire répéter les trucs en anglais. IRON-SW. Je les remontre à Manu. Le vœu de fer, en fait. On fait des vœux de fer dans le jeu. Enfin, il y a toute une mécanique. Ça mériterait une émission tellement c'est incroyable. On verra. On la note. Et puis ça nous fait des petites recommandations pour Noël aussi, puisque notre public est très friand de recommandations. Moi, je reçois tous les jours des questions. Alors, le jeu de base de Iron Sworn est gratuit sur le site de l'auteur. Voilà, le livre de base. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a dans votre liste au Père Noël ou à la Mère Noël un jeu qui vous tient particulièrement à cœur? Un jeu Legacy éventuellement, mais... Ouais. Moi, j'en ai deux. C'est quoi, toi? Que j'aime ou que je veux à Noël? Que tu veux à Noël, mais ou si c'est une recommandation, comme tu veux. Gloomhaven. Enfin, la famille des Gloomhaven. Non, mais Si on l'avait- Gloomhaven va à la plage. Jaws of the Lion Frosthaven. Mais il y a d'autres jeux qui font ça. Il y a Kingdom Death Monster, il y a Aeon Trespass Odyssey, qui sont des jeux qui vraiment sont des longues campagnes. Et puis te disent, enfin, vraiment, tu fais des choix qui te mettent du contenu de côté, etc., quoi. Moi, j'en On est en train parle, de jouer parce que avec ça. personne ne... Non, Et toi? Moi, à Vas-y. Noël, j'ai demandé l'oracle d'enquête, et je pense que ça a un côté legacy qui est intéressant. Parce que donc, c'est un jeu d'enquête qui se passe grâce à un oracle. Donc, le matériel de jeu, c'est un jeu de tarot. Et c'est intégré à la narration. Hein. On est un stagiaire dans une rédaction de journal, et notre chef a disparu, et puis il a laissé derrière lui un jeu de tarot. Et une fois qu'on a mené l'enquête grâce à ça, on peut réutiliser le jeu de tarot pour son usage premier, qui est plus un jeu d'enquête. D'accord. Mais on a une collection, on a un jeu Vienna Connection, ou je sais pas quoi. Oui, qui est dans la détective. collection détective. Ouais, c'est assez legacy parce que les enquêtes s'enchaînent, je crois, et selon ce qu'on fait dans les enquêtes précédentes, je crois que ça influe sur les. Je crois qu'il y a 5 enquêtes. Je sais plus. On avait fait la première, il me semble. Ouais. Oui, nous, on a pas mal joué aussi. Vous avez fait la deuxième, non? Ouais, on a perdu, mais... mais voilà, je trouve ça intéressant parce que là, il y a à la fois l'expérience qui est éphémère par définition, parce que c'est une enquête, et en même temps le matériel qui évolue et qui peut être utilisé d'une autre façon que son usage premier. Sur ta liste de Noël, Benoît? Je n'ai pas forcément de jeu sur ma liste de Noël. En revanche, j'ai très envie de jouer à Unconscious Mind qui est devant moi là-bas. Oui. Qui Cet m'a après-midi. l'air d'être peut-être cet après-midi. Ça peut être pas mal. Bientôt, ouais. Donc sur Freud et la psychanalyse. C'est ça. Et avec deux illustrateurs, Vincent Dutré et Andrew Bosley, qui ont marié leurs efforts pour ce jeu-là. Et c'est très beau et c'est très prometteur. Ça, c'est intéressant. Jérôme Comme je le dis à mes enfants depuis qu'elles sont en âge de comprendre ce que je leur dis, le Père Noël n'existe pas. Tu vas vraiment finir Tu cela n'auras pas de là-dessus. cadeau de toute façon. Mais je veux pas de cadeau. Eh ben alors une recommandation. Lisez le don et le contre-don de Marcel Mauss avant les fêtes de... Non. Merci Jérôme. Legacy, on te dit. Non, c'était une recommandation. Bah oui, si tu veux. Si c'est pas un jeu auquel tu as envie de jouer, une recommandation
pour les gens qui nous écoutent. Alors, pour mes collègues enseignants, ça c'est Très une bien. vraie recommandation. N'hésitez pas à gamifier vos corrections, parce qu'en fait, les congés de Noël sont des congés de correction en général. Donc, on se retrouve avec des volumes qui se comptent en centaines, parfois en milliers de copies à corriger sur les 15 jours. C'est pour ça que c'est pas forcément les vacances qu'on préfère. Et donc, n'hésitez pas à gamifier, à faire des barres de progression, aller se faire un... Lancer des dés pour la note. Voilà, moi j'avais ça en tête aussi. Non, alors non. Ou alors non, je pense que c'est pas intéressant, mais d'aller trouver faire un loto des mots, voilà, trouver Un des- bingo. un bingo, voilà, d'aller se dire tiens avant ces trucs-là, allez, je les chercher et tout, et j'essaie de me faire une grille. Quand on le fait à plusieurs collègues, ça peut même être amusant. Justement, d'avoir quelque chose qui n'altère pas notre rapport, enfin qu'on piège, enfin bien sûr qu'on reste complètement juste et impartiaux dans nos notations, mais qu'on puisse trouver des sources de plaisir, de gamifier par rapport à ça. Oui, moi, je gardais une trace des phrases un peu, Par exemple, un peu exceptionnelles des étudiants. ça C'était un peu drôle. C'est après quand on les partage à tout le monde et que les étudiants reconnaissent leurs propres œuvres que ça peut devenir problématique. Bien sûr. Ça me rappelle des erreurs de jeunesse, mais oui, aller trouver là, le jaillissement créatif de nos étudiants là où ils ne pensaient pas le mettre et voilà, des formes de gamification. Toutes les 10 copies, je bois un verre. Non, voilà, trouver des choses qui... et chacun aura ses propres idées, mais Manger un chocolat. de faire de ces moments-là des moments où justement on n'est pas puni, on peut aussi avoir des temps de plaisir. Et dans notre propre émission, dont le format va encore un petit peu changer à la rentrée de janvier. Et on retrouvera le petit jeu de fin d'émission à partir de notre base de données. C'était le Super. défi. Et puis peut-être, puisqu'on commence à se connaître dans cette émission et que le public commence aussi à nous connaître, on pourra instaurer un petit bingo justement de temps en temps. Donc les phrases cultes de chacun, les réactions, etc. On y pensera en tout cas. Moi j'ai noté plein de recommandations de jeux. Je vais aller construire mon village. Je vous remercie tous les trois, ainsi que Arthur et Lucie. Donc Arthur qui était en train de dépuncher un jeu à côté de nous avec un beau pull de Noël aussi, il faut le dire. Et Lucie qui est à la régie pour la réalisation. Joyeux Noël en avance et puis en tout cas bonne fin d'année à tous, puisqu'on sauf erreur de ma part, on ne se retrouve pas la semaine prochaine pour un live. Non, janvier là. Donc on se retrouve en janvier et on a hâte de vous raconter tous les jeux auxquels on aura joué pendant les vacances. Merci à tous et bonne semaine. Merci. Au revoir, bisous.